pendant que j'accouchais seul, mon mari était en vacances avec sa maîtresse. 2 semaines plus tard, il est rentré à la maison. La maison était complètement vide. Tout ce qui restait sur la table était une photo de notre fils et un mot, « Ce que vous cherchez est au dos ». Il a retourné la photo, puis a immédiatement appelé son avocat. La première chose qu'Evan a vue en rentrant de Key West était l'espace vide où aurait dû se trouver le berceau de notre fils. Il se tenait sur le seuil de la chambre d'enfant, une main encore enroulée autour de la poignée de sa valise. Sous sa veste, il portait un t-shirt délavé de Key West, un sac de course pendait à son poignet, et à l'intérieur se trouvait un dauphin en peluche qu'il avait apparemment acheté pour le nouveau-né qu'il n'avait jamais pris la peine de rencontrer. Claire, a-t-il appelé. Aucune réponse n'est venue. La maison à Westerville n'était pas complètement vide. J'avais fait attention à cela. Ses vêtements étaient toujours suspendus dans le placard. Sa télévision, son bureau d'ordinateur et son fauteuil inclinable en cuir restaient exactement là où il les avait laissés. Je n'avais pris que ce qui m'appartenait, ce que je pouvais documenter comme étant à moi, et ce dont Samuel avait besoin. Sur la table de la cuisine, Evan a trouvé une photographie. Elle montrait Samuel dormant dans mes bras à l'hôpital Riverside Methodist, sa petite joue pressée contre ma blouse. À côté, j'avais laissé un mot. Ce que vous cherchez est au dos. Evan a retourné la photographie. Son nom est Samuel James Bennett. Il est né à 2h14 du matin pendant que vous étiez à Key West avec Vanessa. Mon avocat a déposé une demande de divorce et a requis des ordonnances parentales temporaires. Vérifiez votre courrier électronique. Au moment où il a trouvé cette photo, Samuel avait 14 jours. Et j'avais passé chacun de ces jours à apprendre comment cesser de protéger l'homme qui nous avait abandonnés. 2 semaines plus tôt, je me tenais seul dans notre cuisine lorsque la première contraction m'a plié en deux sur le comptoir. J'étais enceinte de près de 38 semaines. Mon obstétricien avait prévenu Evan que le travail pouvait commencer à tout moment, mais il était quand même parti pour ce qu'il appelait une conférence de leadership de 4 jours à Miami. Le voyage était censé se terminer la veille au soir. Au lieu de cela, Evan a appelé et a dit qu'une urgence client pourrait le retenir en Floride pendant plusieurs jours de plus. Je l'ai cru parce que faire confiance à mon mari semblait encore plus facile que d'admettre combien de choses n'avaient plus de sens. Quand la deuxième contraction est arrivée, je l'ai appelé. Pas de réponse. J'ai attendu 6 minutes et j'ai réessayé. Au 4e appel, je ne pouvais plus me tenir droite. Je me suis assise sur une chaise de cuisine et j'ai regardé le sac d'hôpital à moitié fait à côté du réfrigérateur. « S'il te plaît, décroche », ai-je murmuré. Il ne l'a pas fait. Mon amie la plus proche, Tasha Reynolds, a répondu à la première sonnerie. Elle était sergent technique dans mon unité de la garde et avait passé des mois à me taquiner sur le fait que je gardais un plan de secours pour tout. « Claire, je pense que c'est le moment. » Sa voix a changé immédiatement. À quel intervalle? 5 minutes, peut-être moins. J'arrive. Tasha est arrivée avant la fin de la contraction suivante. Elle m'a aidé à monter dans sa voiture, a attrapé mon sac d'hôpital et a conduit vers Riverside avec une main sur le volant et l'autre prête à me stabiliser. À l'hôpital, une infirmière nommée Denise Harper a demandé qui elle devait contacter. Mon mari, ai-je dit, et Evan Bennett. Est-il en déploiement? La question était raisonnable. J'étais sergent d'état-major dans la garde nationale aérienne de l'Ohio et les familles de militaires accouchaient souvent pendant qu'un être cher servait loin de chez lui. Mais Evan n'était pas en déploiement. Il n'était pas coincé à l'étranger ou assis dans un avion sans signal. Non, ai-je dit doucement. Denise a étudié mon visage une demi-seconde, puis a cessé de poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre sans m'effondrer. Elle a ajusté mes oreillers et m'a dit de respirer. J'ai appelé Evan à nouveau. Rien. Au cours de l'heure suivante, mes contractions se sont intensifiées. Le rythme cardiaque de Samuel a chuté brièvement, envoyant une ruée de personnes dans la pièce. Denise m'a roulé sur le côté pendant qu'une autre infirmière ajustait le moniteur. Le médecin parlait calmement, mais je pouvais entendre l'urgence sous sa voix. Le rythme cardiaque de Samuel s'est rétabli. Le mien me semblait ne jamais vouloir le faire. À 23h37, j'ai envoyé un autre message à Evan. J'ai perdu les os. Je suis à Riverside. J'ai besoin de toi. 11 minutes plus tard, 3 points sont apparus sous son nom. Pendant un moment insensé,
le soulagement m'a envahi. Je l'imaginais appeler la compagnie aérienne, attraper sa valise, faire tout ce qu'un mari effrayé ferait lorsque sa femme est en travail. Au lieu de cela, il a écrit « Ne gâche pas ce voyage à moins que ce ne soit une véritable urgence ». J'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai tendu mon téléphone à Tasha parce que mes doigts avaient commencé à trembler. Elle a regardé l'écran et quelque chose s'est durci sur son visage. « Veux-tu que je l'appelle » ? Non. C'était la première fois ce soir-là que je disais ce mot sans m'excuser. Ma tante Margaret est arrivée de Dayton peu après minuit. Elle m'a tenu la main pendant le pire du travail. Denise m'a essuyé le front. Tasha s'est tenue près du lit et m'a rappelé de respirer chaque fois que la panique me submergeait. À 2h14 du matin, Samuel est entré dans le monde en hurlant. Le médecin l'a placé contre ma poitrine. Il était chaud, le visage rouge et incroyablement petit. Ses doigts se sont ouverts contre ma peau comme s'il m'avait cherché. « Bonjour, Samuel » ai-je murmuré. « Je suis là. » Je n'aurais dû ressentir que de la joie. Au lieu de cela, la joie et le chagrin sont arrivés ensemble, si étroitement enchevêtrés que je ne pouvais pas les séparer. Evan n'a pas appelé. Le stress a rendu l'alimentation difficile. Une consultante en lactation m'a aidé à tirer mon lait, et Samuel a reçu du lait maternisé en complément jusqu'à ce que mon corps rattrape ce qui s'était passé. Personne ne m'a jugé, mais je me suis jugé pour tout. Mon mariage, mon silence, même le biberon dans la bouche de mon fils. Denise s'est assise à côté de moi avant la fin de son service. « Tu n'as pas à résoudre toute ta vie aujourd'hui, » a-t-elle dit. « Aujourd'hui, tu te maintiens en sécurité, toi et ce bébé. » À 5h30 du matin, pendant que Samuel dormait contre ma poitrine, mon téléphone a vibré. Le message venait d'une femme nommée Megan Cole. Je suis l'ancienne belle-sœur de Vanessa. Elle a brièvement posté ceci la nuit dernière avant de le supprimer. Je pense que vous méritez de savoir où se trouve réellement votre mari. En pièce jointe se trouvait une capture d'écran prise à bord d'un bateau sous un ciel éclatant de Floride. Evan se tenait à la balustrade avec un bras autour de Vanessa. Il souriait plus librement que je ne l'avais vu sourire depuis des mois, et derrière eux, imprimés sur la capote du bateau, se trouvaient les mots « Key West Charter ». Pendant longtemps, je me suis dit que cette photographie avait tout changé. Ce n'est pas le cas. La photographie m'a seulement forcé à regarder ce qui avait déjà changé, une petite trahison à la fois. J'ai rencontré Evan 5 ans plus tôt lors d'un dîner de charité à Columbus qui collectait des fonds pour les familles de militaires. J'étais arrivé en retard après avoir terminé un service à Rickenbacher, portant encore la raideur qui venait de passer 10 heures à examiner les registres d'équipement et à corriger les erreurs des autres. Evan se tenait près de la table des desserts, essayant d'équilibrer 2 tasses de café et une part de tarte au pacan. « S'il vous plaît, dites-moi que l'une d'elles est pour moi, » ai-je dit. Il a souri et m'a tendu une tasse. Elle l'est maintenant. C'était Evan à l'époque. Il pouvait rendre un moment ordinaire plus léger. Il était chaleureux sans être bruyant, attentif sans paraître répété. Quand il a appris que je servais dans la garde nationale aérienne de l'Ohio, il n'a pas fait les blagues habituelles sur les pompes ou demandé si j'avais déjà tiré sur quelqu'un. Au lieu de cela, il a demandé « Qu'est-ce qui vous a fait rester ?» J'ai aimé cette question. Nous sommes sortis ensemble pendant 18 mois avant de nous marier lors d'une petite cérémonie à l'extérieur de Dayton. Ma tante Margaret a pleuré pendant les vœux. Tasha se tenait à mes côtés dans une robe bleu foncé et a murmuré qu'elle traquerait personnellement Evan s'il me faisait un jour du mal. À l'époque, nous avons tous ri. Evan et moi avons acheté une modeste maison de 3 chambres à Westerville avec une hypothèque conventionnelle. Ce n'était pas impressionnant, mais il y avait un érable dans la cour avant, une terrasse étroite à l'arrière, et une cuisine assez grande pour que 2 personnes puissent cuisiner sans se heurter constamment. Pendant les premières années, nous étions heureux d'une manière qui ne se photographiait pas bien, mais qui semblait réelle. Nous nous disputions au sujet des réglages du thermostat. Nous regardions de vieilles émissions policières le dimanche soir. Evan brûlait des crêpes chaque matin de Noël et insistait sur le fait que les bords noirs leur donnaient du caractère. Quand je suis tombée enceinte, il m'a soulevé du sol de la cuisine et m'a fait tourner jusqu'à ce que je lui rappelle que les vertiges devenaient déjà un problème. Il a assisté au premier rendez-vous, a étudié des échographies qu'il ne pouvait pas comprendre et a passé une soirée entière à comparer les évaluations de sièges d'auto pour bébé. Il a suggéré Samuel parce que c'était le nom de son grand-père. J'ai choisi James pour mon père. Si Evan avait été cruel depuis le début,
le quitter aurait été simple. Mais la plupart des trahisons ne commencent pas par la cruauté. Elles commencent par des explications. Le premier rendez-vous prénatal qu'il a manqué était parce qu'une réunion de vente s'est terminée tard. Le deuxième était parce qu'un client avait changé l'horaire. Au troisième, il ne semblait plus désolé. « Tu sais, je ne peux pas contrôler ces gens », a-t-il dit. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas appelé, je me suis excusé de lui mettre la pression. C'était l'une de mes pires habitudes. Je pouvais identifier chaque faiblesse dans un plan logistique. Mais quand mon mariage a commencé à échouer, j'ai traité chaque avertissement comme quelque chose que je devais contourner. À 26 semaines, j'ai remarqué qu'Evan avait commencé à poser son téléphone face contre la table. À 29 semaines, il a changé le mot de passe et a dit que son entreprise avait mis à jour ses exigences de sécurité. À 31 semaines, j'ai trouvé 3 petits retraits de notre fonds d'urgence. C'était pour des dépenses de clients, a-t-il expliqué. Je rembourserai le compte quand le travail me paiera. Je voulais voir les reçus, mais demander semblait suspicieux. On m'avait appris à croire que la confiance signifiait ne pas vérifier, alors je n'ai pas vérifié. Le nom de Vanessa a commencé à apparaître dans les conversations informelles à peu près à la même époque. Vanessa comprenait les clients difficiles. Vanessa savait quel restaurant impressionnait les administrateurs d'hôpitaux. Vanessa avait trouvé un meilleur tarif d'hôtel pour une prochaine conférence. Une fois, alors que je comparais les coûts de garderie à la table de la cuisine, Evan a jeté un coup d'œil aux chiffres à l'intérieur. Tout avec toi est une feuille de calcul. Maintenant nous allons avoir un bébé, ai-je dit. Les bébés coûtent de l'argent. Je sais ça. Alors pourquoi es-tu en colère? Je ne suis pas en colère. C'est juste que ça me manque quand on pouvait faire quelque chose sans le planifier 6 semaines à l'avance. Quelques soirs plus tard, je suis entré dans la chambre d'enfant et je l'ai trouvé assis par terre à côté du berceau inachevé. Une barre de bois reposait sur ses genoux. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Il a fixé l'espace vide où le matelas irait. Et si je n'étais pas bon à ça? C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis des mois. Je me suis assise à côté de lui, ce qui n'était pas une tâche facile à l'époque, et j'ai pris sa main. Personne ne sait comment être un parent avant l'arrivée du bébé. Tu sais toujours quoi faire. Non, je fais des listes parce que j'ai peur. Il m'a regardé alors, et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait me dire ce qui le troublait vraiment. Au lieu de cela, il a souri faiblement. Eh bien, entre tes listes et mon charme, le gamin a une chance. Puis il s'est levé et est allé regarder la télévision. J'ai pris la blague pour un réconfort. Maintenant, je comprends que c'était une sortie. 2 semaines avant ma date d'accouchement, Evan a annoncé qu'il devait assister à une conférence de leadership de 4 jours à Miami. Je l'ai regardé de l'autre côté du comptoir de la cuisine. Mon médecin a dit que le travail pouvait commencer à tout moment. Les premiers bébés sont généralement en retard. Cela ne veut pas dire que le nôtre le sera. Il a fait le tour du comptoir et m'a embrassé le front. Je garderai mon téléphone allumé. S'il se passe quoi que ce soit, je prendrai le premier vol pour rentrer. J'ai demandé si le voyage était obligatoire. Il a hésité juste assez longtemps pour que je le remarque. Ça ferait mauvais genre si je me désistais maintenant. Je voulais lui dire de ne pas y aller. Au lieu de cela, je me suis entendu dire « d'accord ». L'itinéraire qu'il m'a montré listait des réunions à Miami du jeudi au dimanche. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'y avait aucune conférence de leadership. Lui et Vanessa avaient créé le programme pour dissimuler 5 nuits à Key West. Le lendemain de la naissance de Samuel, Megan m'a envoyé plus que la photographie du bateau. Elle a expliqué que Vanessa l'avait brièvement postée dans une story publique avant de la supprimer. Megan a reconnu Evan parce que Vanessa lui avait montré des photos de l'homme qu'elle prétendait être presque divorcé. Megan est devenue méfiante lorsqu'elle a trouvé le profil public d'Evan. La photographie la plus récente le montrait debout derrière moi à ma baby shower, une main posée sur mon ventre de femme enceinte. Il lui a dit « Votre mariage était déjà terminé », a écrit Megan. Mais vous n'aviez pas l'air séparés pour moi. Moi non plus. Cet après-midi-là, j'ai appelé Evan une dernière fois. La ligne s'est connectée. Pendant plusieurs secondes, j'ai entendu le vent de l'océan, de la musique et le cliquetis des verres. Puis Vanessa a ri quelque part près du téléphone. C'était un rire facile, intime. Le genre que je n'avais pas entendu de mon mari depuis des mois.
Evan, ai-je dit. L'appel s'est terminé. L'appel n'a duré que quelques secondes, mais le silence qui a suivi a semblé remplir toute la chambre d'hôpital. J'ai fixé l'écran sombre dans ma main. Une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait une explication au rire de Vanessa, au vent de l'océan et à la décision de mon mari de me raccrocher au nez moins de 12 heures après la naissance de notre fils. Tasha ne m'a pas offert ce réconfort. Il savait que tu étais en travail, a-t-elle dit doucement. Quelle que soit l'excuse qu'il te donnera plus tard, souviens-toi de ça. Samuel a remué dans le berceau à côté de mon lit. J'ai posé le téléphone et l'ai pris dans mes bras. Mon corps me faisait mal et même m'asseoir droite demandait plus d'efforts que je ne voulais le laisser paraître. Denise m'avait dit que je n'avais pas besoin de résoudre toute ma vie ce jour-là, mais que je pouvais commencer à la protéger. J'ai demandé à Megan de m'envoyer tout ce qu'elle avait. Elle a transmis la capture d'écran originale, l'heure à laquelle Vanessa l'avait postée et 2 messages plus anciens dans lesquels Vanessa décrivait Evan comme un homme dont le divorce était pratiquement finalisé. Megan s'est excusée plusieurs fois de m'avoir contacté si peu de temps après la naissance. Tu ne m'as pas fait ça, ai-je écrit. Tu me l'as seulement montré. La distinction était importante. En fin de matinée, tante Margaret était allée chez nous pour récupérer quelques affaires pour Samuel et moi. Je lui ai donné une courte liste, des vêtements propres, mon ordinateur portable, la tablette partagée de la cuisine et le dossier où Evan et moi conservions les dossiers d'assurance et bancaire. Veux-tu que je le confronte? A-t-elle demandé avant de partir. Il n'est pas à la maison. Je veux dire, quand il reviendra. J'ai baissé les yeux vers Samuel. Non, je ne veux pas qu'il soit prévenu. Cette réponse nous a surprises toutes les deux. Pendant des années, j'avais essayé de résoudre chaque désaccord rapidement. Je détestais laisser la tension s'installer pendant la nuit. Mais ce n'était plus une dispute entre époux. Je ne connaissais pas encore toute l'étendue de ce qu'Evan avait fait, et le confronter avant d'avoir les faits ne ferait que lui donner le temps de les cacher. Quand Margaret est revenue, elle a posé la tablette et les documents sur le plateau roulant à côté de mon lit. J'ai commencé par la photographie. La capote du bateau montrait le nom de Key West Charter, et une recherche sur la page publique de l'entreprise a révélé le même navire. La photo de Vanessa avait été prise près du port, à plus de 3 heures de la conférence de Miami à laquelle Evan prétendait assister. Ensuite, j'ai vérifié notre carte de crédit commune. Il y avait des frais d'un complexe hôtelier à Key West, d'abord pour un acompte de chambre, puis pour des repas, des boissons et une location de bateau. Rien n'apparaissait de Miami. Mes mains sont restées stables pendant que je prenais des captures d'écran. Cela m'a effrayé plus que les larmes ne l'auraient fait. J'ai reconnu ce sentiment des urgences au travail, le calme qui s'emparait de moi quand quelque chose avait si mal tourné que l'émotion devait attendre. Tasha regardait depuis la chaise à côté de la fenêtre. Tu n'as pas à faire tout ça maintenant. Si, je dois le faire. Claire, tu as accouché ce matin, et il a peut-être encore accès à chaque dollar que nous avons économisé. Cet après-midi-là, Margaret a appelé l'employeur d'Evan depuis le couloir. Elle n'a accusé personne de quoi que ce soit. Elle a simplement dit qu'elle aidait sa nièce à joindre son mari lors d'une urgence familiale et a demandé si la conférence de Miami avait un numéro de contact d'urgence. La réceptionniste a semblé confuse. Il n'y avait pas de conférence de leadership à Miami. J'ai également documenté cela. La tablette partagée m'en a donné plus. Evan l'avait utilisé des mois plus tôt pour comparer les prix des compagnies aériennes et son courrier électronique personnel était resté connecté. Je n'ai pas deviné de mot de passe ni pénétré dans un système d'entreprise protégé. J'ai seulement ouvert ce qui était déjà accessible sur un appareil que nous utilisions tous les deux régulièrement. Une confirmation d'hôtel listait 5 nuits à Key West pour 2 adultes. Un site web d'appartements meublés montrait une demande au nom d'Evan. Puis j'ai trouvé les messages. Evan avait dit à Vanessa que notre mariage était terminé depuis longtemps. Il a prétendu qu'il restait seulement jusqu'à l'arrivée du bébé parce que quitter une femme enceinte le ferait paraître cruel. Vanessa était au courant pour Samuel. Elle connaissait ma date d'accouchement. Dans un message, elle demandait si le voyage était trop proche de la naissance. Evan a répondu, Claire planifie tout. Le bébé ne viendra pas en avance. J'ai dû arrêter de lire. Pour la première fois depuis le début du travail, j'ai pleuré sans essayer de le cacher. Pas bruyamment. Je me suis simplement assise contre le lit d'hôpital relevé tandis que les larmes tombaient sur la couverture de Samuel. Je ne pleurais pas seulement le voyage.
Je pleurais chaque fois que j'avais défendu Evan auprès de Tasha, chaque rendez-vous auquel j'avais assisté seul et chaque avertissement que j'avais traduit en une explication raisonnable. Une assistante sociale de l'hôpital nommée Carla est venue me voir plus tard dans la journée. Denise lui avait apparemment demandé de prendre de mes nouvelles sans me donner l'impression d'être évaluée. Carla m'a aidé à contacter Rachel Kim, une avocate spécialisée en droit de la famille à Columbus, qui a accepté de me parler par téléphone ce soir-là. La voix de Rachel était calme et pratique. Parce que Samuel est né pendant le mariage, Evan est présumé être son père légal, a-t-elle expliqué. Pour l'instant, aucun de vous n'a d'ordonnance de garde définitive. Cela signifie que vos prochaines décisions doivent être prudentes, documentées et axées sur le bébé. Je lui ai dit que je voulais rester avec Margaret à Dayton pendant ma convalescence. C'est toujours en Ohio. Rachel a dit, nous pouvons informer Evan par l'intermédiaire de son avocat, confirmer que Samuel est en sécurité et proposer un contact approprié. Ne disparaissez pas et ne menacez pas de lui enlever le bébé pour toujours. Je ne veux pas de vengeance à travers mon fils. Bien. Alors nous demanderons au tribunal une structure, pas une punition. Elle m'a conseillé de conserver les dossiers financiers, de photographier tous les biens que je retirais de la maison et d'éviter de poster des accusations en ligne. Nous pourrions demander le divorce et requérir des ordonnances temporaires concernant la résidence principale de Samuel, le temps parental, la pension et la préservation des biens matrimoniaux. Après l'appel, j'ai regardé le bébé endormi à côté de moi. Ma formation militaire m'avait appris à organiser la confusion, à vérifier les faits, à conserver les dossiers et à éviter d'agir sur la base d'informations incomplètes. Elle ne m'avait pas appris à accepter que la personne créant la crise était mon mari. Le lendemain matin, pendant que Samuel recevait un petit biberon de lait maternisé en complément, j'ai ouvert nos relevés de fonds d'urgence. Cet argent était censé couvrir ma convalescence, les dépenses du ménage et tous les frais médicaux que l'assurance ne payait pas. Le solde à l'écran était bien inférieur à ce qu'il aurait dû être. J'ai examiné 6 mois de virements, de retraits et de paiements par carte de crédit. Puis je les ai additionnés à nouveau parce que je ne pouvais pas croire le total. Evan n'avait pas simplement emmené Vanessa en vacances. Il avait retiré ou dépensé exactement $18 000. Et l'un des plus gros paiements n'avait rien à voir avec Key West. C'était un acompte sur un appartement où il prévoyait apparemment de commencer une nouvelle vie avant de me dire que la nôtre était terminée. L'acompte de l'appartement a changé la nature de ce qu'Evan avait fait. Des vacances auraient pu être considérées comme de l'insouciance. Un bracelet aurait pu être qualifié de cadeau stupide. Mais $5 000 versés pour un appartement meublé signifiait une planification. Pendant que je pliais des vêtements de nouveau-né et que je disposais des biberons dans notre cuisine, mon mari préparait une autre maison. Rachel m'a demandé de lui envoyer chaque transaction liée à l'argent manquant. Au moment où Samuel et moi avons été déchargés de Riverside, j'avais documenté l'intégralité des $18 000. Le Key West Resort avait facturé $450. Les vols et le transport terrestre totalisaient $1 260. La location du bateau, les restaurants et les divertissements ont ajouté $2 190 de plus. Evan avait acheté un bracelet à Vanessa pour $2 700. L'acompte de l'appartement meublé était de $5 000 et 2 virements en espèces à Vanessa totalisaient $2 000, soit exactement $18 000. Tante Margaret nous a conduits, Samuel et moi, à sa maison à Dayton. Tasha a suivi avec nos sacs. Je me suis assise sur la banquette arrière à côté du siège pour bébé, regardant Samuel respirer comme si la montée et la descente de sa poitrine étaient la seule chose fiable qui restait au monde. Chez Margaret, j'ai dormi dans la chambre qui avait appartenu à mon cousin. Le berceau de Samuel se tenait à côté du lit. Toutes les 2 ou 3 heures, il se réveillait affamé. Je le nourrissais, le changeais et m'asseyais dans la pénombre, écoutant le vieux fourneau se mettre en marche sous le plancher. Pendant ces heures calmes, je voulais parfois qu'Evan appelle. C'était la partie que j'avais honte d'admettre. Je savais où il était. Je savais avec qui il était. J'avais lu son message disant à une autre femme que notre mariage était déjà terminé. Pourtant, une partie blessée de moi voulait encore l'entendre dire le nom de Samuel. Il n'a envoyé aucun message de ce genre. Au lieu de cela, il a envoyé un SMS l'après-midi suivant. « Pourquoi ta tante a-t-elle appelé mon bureau ?» Je l'ai transmis à Rachel sans répondre. Rachel m'a appelé quelques minutes plus tard. « Vous faites bien de ne pas vous disputer directement avec lui. » a-t-elle dit. « Mais nous devons aussi nous assurer que vous ne vous créez pas de problèmes financiers. »
J'avais envisagé de déplacer le reste des économies d'urgence sur un compte qu'Evan ne pourrait pas atteindre. Ne videz pas le compte joint, a-t-elle prévenu. Ouvrez un compte individuel pour les revenus futurs, mais documentez chaque solde actuel. Nous pourrions demander au tribunal de préserver les biens matrimoniaux. Et s'il prend ce qui reste? Alors nous aurons des registres montrant exactement quand il l'a fait. Ce n'était pas la réponse que je voulais. C'était la réponse légale, et cela comptait. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé par courts intervalles entre les tétés de Samuel, le tirage de mon lait et mes tentatives de récupération. Mon corps me faisait encore mal. Je me déplaçais lentement et devais parfois m'arrêter à mi-chemin des escaliers de Margaret. Tasha m'a ramené à Westerville pendant que Margaret restait avec Samuel. Avant d'entrer dans la maison, j'ai photographié chaque pièce. J'ai fait un inventaire des biens que j'avais l'intention de retirer. La plupart étaient faciles à identifier, des vêtements que j'avais achetés. Des photographies héritées de ma mère, la vaisselle de ma grand-mère et le bureau que je possédais avant le mariage. Le berceau de Samuel, sa nacelle, ses vêtements, ses couches et ses fournitures médicales venaient avec moi parce qu'il en avait besoin. J'ai laissé intacts les vêtements d'Evan, ses appareils électroniques, son fauteuil inclinable en cuir, son mobilier de bureau, ses clubs de golf et ses dossiers personnels. Je n'ai rien cassé ni laissé ses affaires sur la pelouse. La colère aurait pu rendre cela satisfaisant pendant 10 minutes. Cela lui aurait aussi donné la preuve que j'étais instable. Quand Tasha a commencé à démonter le berceau, je me suis tenu sur le seuil de la chambre d'enfant et je me suis souvenu de la nuit où Evan et moi l'avions assemblé. Il avait tenu une barre à l'envers pendant près de 20 minutes avant que je ne le remarque. Nous avions ri jusqu'à ce que je doive m'asseoir. Maintenant, la même barre de bois se détachait dans les mains de Tasha. « Ça va » a-t-elle demandé. « Non » a-t-elle attendu. « Mais continue. » Je suis allé dans le couloir et j'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a survolé le nom d'Evan. J'ai imaginé lui dire de rentrer à la maison. J'ai imaginé lui permettre d'expliquer que la peur l'avait rendu égoïste, que Vanessa ne signifiait rien, que l'appartement était une erreur. Puis j'ai rouvert le message qu'il avait envoyé pendant que j'étais en travail. Ne gâche pas ce voyage à moins que ce ne soit une véritable urgence. J'ai rangé le téléphone. Rachel a déposé la plainte en divorce et a demandé des ordonnances temporaires. Elle a expliqué que le dépôt ne signifiait pas qu'un juge m'avait déjà accordé la garde permanente ou la propriété de la maison. Nous avons demandé que la résidence principale temporaire de Samuel reste avec moi et avons proposé des périodes de parentalité courtes et fréquentes, adaptées à un nouveau-né. Nous avons également demandé une pension alimentaire temporaire pour l'enfant et le ménage, la préservation des biens matrimoniaux et des restrictions empêchant l'un ou l'autre parent de sortir Samuel de l'Ohio sans consentement ou autorisation du tribunal. Rachel a inclus la confirmation que Samuel était en sécurité et séjournait avec Margaret à Dayton. Elle a offert à Evan un moyen structuré de demander un contact par l'intermédiaire de son avocat. Je ne cachais pas son fils. Je refusais de le laisser entrer et sortir de la vie de Samuel quand cela lui convenait. 14 jours après la naissance de Samuel, Evan est revenu de Floride. À ce moment-là, mes affaires avaient disparu de la maison, mais ses biens y restaient. Je n'avais pas changé les serrures car nous possédions conjointement la maison et aucun tribunal n'avait accordé à l'un de nous la possession exclusive. Il a trouvé la photographie de Samuel sur la table de la cuisine et a immédiatement appelé Mark Feldman, l'avocat qui lui avait envoyé par courriel la demande de divorce. Selon le récit ultérieur de Mark, Evan a dit « Elle a pris mon fils et vidé ma maison ». Mark l'a corrigé. « Votre fils est en sécurité en Ohio. » Son avocate a proposé un canal pour organiser le contact et l'inventaire des biens montre qu'elle a laissé vos affaires. Elle a planifié cela. Non, Evan, a dit Mark, elle l'a documenté. Ce soir-là, Evan s'est rendu à l'appartement meublé indiqué dans les dossiers financiers. Vanessa l'a rencontré à l'extérieur mais ne l'a pas laissé monter sa valise à l'étage. Tu avais dit que le bébé n'arriverait pas avant des semaines. Lui a-t-elle dit. Tu avais dit que Claire savait que le mariage était terminé. Evan avait créé des mensonges distincts pour chacune de nous, et maintenant aucune des deux versions ne pouvait survivre. Il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu suivre les conseils de Mark et aborder honnêtement les procédures temporaires. Au lieu de cela, il a renvoyé Mark et a engagé Derek Sloan, un avocat connu pour son approche plus agressive. Derek a déposé une motion concurrente. Elle affirmait que j'avais vidé la maison conjugale,
dissimuler Samuel est prévu d'utiliser ma carrière militaire pour déménager avec lui. Evan a demandé à être désigné comme parent résidentiel temporaire de Samuel. En pièce jointe à la motion se trouvait un SMS que j'avais envoyé après qu'il ait ignoré mon appel de l'hôpital. Il disait « Le temps que tu rentres à la maison, Samuel et moi serons partis ». Mais Evan avait coupé la phrase suivante. Nous resterons avec Margaret jusqu'à ce que le tribunal nous donne un plan sûr et prévisible. Pour la première fois depuis que j'avais quitté l'hôpital, j'ai compris qu'Evan n'essayait plus seulement d'échapper à ses responsabilités. Il se préparait à utiliser mes propres mots pour m'enlever mon fils nouveau-né. Pendant les 3 jours qui ont suivi l'arrivée de la motion d'Evan, je n'ai dormi que par tranche de 90 minutes au maximum. Samuel en était en partie responsable. Les nouveau-nés ne se soucient pas des délais judiciaires ou des accusations. Ils se réveillaient affamés, avaient besoin d'être changés et pleuraient parfois pour des raisons que personne ne pouvait identifier. Mais même quand ils dormaient, je restais éveillé. Le message tronqué d'Evan m'effrayait car il contenait mes propres mots. J'avais écrit que Samuel et moi serions partis. Prise seule, la phrase semblait délibérée et menaçante. Rachel n'a jamais prétendu le contraire. C'est pourquoi le contexte est important, a-t-elle dit. Son avocat veut que le juge voie une mère qui prévoyait de disparaître. Nous allons montrer toute la conversation et tout ce que vous avez fait par la suite. Elle a rassemblé l'échange non tronqué, l'inventaire de la maison et chaque courriel que son bureau avait envoyé, offrant à Evan un moyen légal de voir Samuel. Elle a obtenu la confirmation que j'étais resté en Ohio et la documentation de mon unité montrant que je n'avais aucun ordre de déménagement en attente. Pourtant, les faits n'effaçaient pas la peur. L'audience temporaire a eu lieu environ 3 semaines après le retour d'Evan de Floride. Margaret a gardé Samuel pendant que Tasha me conduisait au palais de justice du comté de Franklin, dans le centre-ville de Columbus. Avant d'entrer, Tasha m'a touché le bras. « Tu sais ce qui s'est passé ?» a-t-elle dit. « J'ai peur que le savoir ne suffise pas. Alors laissons parler les dossiers. » À l'intérieur de la salle d'audience, Evan était assis à côté de Derek Sloan dans un costume sombre que je l'avais aidé à choisir pour un dîner de remise de prix de l'entreprise 2 ans plus tôt. Il avait l'air fatigué, mais pas honteux. Quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux le premier. Derek a présenté son argument avec soin. Il a dit que j'avais enlevé un enfant nouveau-né sans le consentement d'Evan, vidé la majeure partie de la maison conjugale et forcé toute communication par l'intermédiaire d'un avocat. Il a suggéré que j'avais commencé à planifier la séparation avant le retour d'Evan et que je pourrais utiliser ma carrière militaire pour déménager Samuel sans préavis. Chaque fait contenait suffisamment de vérité pour paraître dangereux. J'avais emmené Samuel à Dayton. J'avais retiré mes affaires. J'avais refusé de me disputer directement avec Evan. Puis Derek a affiché mon SMS tronqué. Le temps que tu rentres à la maison, Samuel et moi serons partis. Mon estomac s'est noué. Rachel s'est levée et a fourni l'échange complet. La phrase suivante est apparue sous la première, nous resterons avec Margaret jusqu'à ce que le tribunal nous donne un plan sûr et prévisible. Elle a soumis la preuve que son bureau avait informé Evan de l'endroit où Samuel séjournait. Elle a montré la proposition de parentalité que nous avions faite avant sa motion concurrente et l'inventaire documentant tout ce qui avait été laissé dans la maison. Puis elle a présenté le message de l'hôpital. Ne gâche pas ce voyage à moins que ce ne soit une véritable urgence. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Rachel n'a pas demandé au juge de punir Evan pour avoir eu une liaison. Elle s'est concentrée sur ses choix en tant que parent. Il avait été informé que j'étais en travail, était resté à Key West et n'était pas revenu avant 2 semaines. Ses relevés de carte de crédit montraient qu'il avait continué à dépenser les fonds matrimoniaux après avoir appris la naissance de Samuel. Mes documents de service ne montraient aucun ordre de transfert, de déploiement ou de déménagement. Le juge a étudié Evan par-dessus ses lunettes. Pourquoi la deuxième phrase a-t-elle été omise de votre pièce à conviction? Derek a répondu avant qu'Evan ne le puisse. Nous pensions que la première phrase reflétait l'intention de Madame Bennett à l'époque. Le tribunal déterminera l'intention à partir de la communication complète, a dit le juge, pas à partir d'une version modifiée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. La décision était temporaire, pas une victoire finale. La résidence principale de Samuel resterait avec moi pendant que l'affaire se poursuivait. Evan a obtenu des périodes de parentalité courtes et fréquentes, appropriées pour un nouveau-né. Comme il n'y avait aucune preuve qu'il représentait un danger physique,
le juge n'a pas exigé de supervision professionnelle indéfinie. Les premières visites auraient lieu chez Margaret avec un autre adulte à proximité pour fournir une assistance limitée. Si Evan se présentait régulièrement et apprenait la routine de Samuel, l'arrangement pourrait progressivement s'étendre. Le tribunal nous a également ordonné à tous les deux de préserver les biens matrimoniaux et a interdit à l'un ou l'autre parent de sortir Samuel de l'Ohio sans consentement écrit ou autorisation du tribunal. Quand nous sommes sortis dans le couloir, mes genoux ont failli flancher. Rachel a stabilisé mon coude. Ce n'est pas fini, m'a-t-elle rappelé. Je sais, mais pour la première fois depuis qu'Evan a déposé sa motion, je pouvais respirer sans imaginer quelqu'un m'arracher Samuel des bras. La première visite parentale d'Evan a eu lieu le samedi suivant. Il est arrivé avec un camion jouet aux couleurs vives destiné à un tout petit et une girafe en peluche presque aussi grande que Samuel. Il n'avait pas de couche, pas de biberon propre, pas de bavoir et pas de lait maternisé. Margaret l'a fait entrer sans faire de commentaires. Je lui ai tendu Samuel et j'ai reculé. Evan le tenait trop loin de sa poitrine. La tête de Samuel a basculé et j'ai avancé instinctivement. Soutiens sa tête, ai-je dit. Je le tiens. Tu ne le tiens pas. Il a ajusté sa main. En quelques minutes, Samuel a commencé à pleurer. Evan l'a bercé trop rapidement, puis a fait le tour du salon en chuchotant « Allez, mon grand. Allez. » Je savais que Samuel avait mangé récemment. Sa couche était propre. Il était probablement submergé par une voix inconnue, des mains inconnues et la tension dans la pièce. Chaque cri me déchirait, mais Margaret a doucement secoué la tête. Evan avait besoin d'une chance d'apprendre. Samuel était en sécurité, et je ne pouvais pas construire un arrangement de coparentalité en intervenant chaque fois qu'Evan se sentait mal à l'aise. Après 40 minutes, le visage d'Evan avait perdu sa défensive. Je ne sais pas ce dont il a besoin, a-t-il admis. Moi non plus, ai-je dit. Je suis resté et j'ai appris. Il m'a regardé comme s'il voulait se disputer, mais Samuel a recommencé à pleurer. Le lundi suivant, Vanessa m'a contacté. L'entreprise d'Evan avait commencé à examiner plusieurs dépenses de Key West soumises comme des coûts de développement client. Vanessa avait aidé à créer le faux itinéraire de conférence et avait approuvé 2 notes de remboursement. Elle a proposé de me donner des messages prouvant qu'Evan avait planifié l'appartement avec elle. En retour, elle voulait que je dise à son employeur qu'elle avait cru que le voyage était légitime. Je peux leur donner les documents que vous m'envoyez, ai-je dit. Je ne leur donnerai pas une histoire que je sais être fausse. Elle a mis fin à l'appel. Ce soir-là, Rachel a transmis une autre requête de Derek. Evan prétendait maintenant que j'avais accédé illégalement à ses dossiers de travail privé et volé des informations confidentielles de l'entreprise. Si l'accusation semblait crédible, certaines de mes preuves les plus solides pourraient être contestées. Pire encore, Evan avait envoyé l'allégation à ma chaîne de commandement, insinuant que j'aurais pu utiliser des systèmes militaires ou un accès technique pour l'obtenir. Il n'avait pas réussi à me prendre Samuel avec un demi-message texte. Maintenant, il s'attaquait à la carrière que j'avais mis des années à construire. La plainte a atteint mon escadron avant que Rachel n'ait fini de la lire. Mon superviseur, le sergent-maître Collins, a appelé alors que je nourrissais Samuel à la table de la cuisine de Margaret. « Claire, je dois vous parler d'une allégation concernant un accès non autorisé à des dossiers électroniques. » Sa voix était professionnelle, ce qui rendait les mots encore plus effrayants. J'ai ajusté le biberon dans la bouche de Samuel. « Quel genre d'allégation ? Votre mari prétend que vous avez utilisé des systèmes militaires ou des privilèges techniques pour obtenir des informations privées de l'entreprise. » Pendant un moment, je n'ai pu entendre que Samuel déglutir. Evan savait exactement ce que cette accusation pouvait faire. Ma position exigeait la confiance. Même si une enquête finissait par me blanchir, le simple soupçon pourrait affecter les affectations, les évaluations et la façon dont les gens me regardaient au sein de l'unité. Je n'ai jamais utilisé de système gouvernemental, ai-je dit. Je n'ai jamais accédé au réseau de son entreprise. Je ne tire aucune conclusion, a répondu Collins. Mais j'ai besoin que vous conserviez tout et que vous répondiez à quelques questions formelles. Après l'appel, je suis resté immobile jusqu'à ce que Samuel ait fini de manger. Margaret a pris le biberon vide de ma main. Il savait que cela pourrait nuire à votre carrière. Oui. Avez-vous peur ? J'ai regardé mon fils, terrifié. Rachel et moi avons passé les 2 jours suivants à retracer chaque élément de preuve jusqu'à sa source.
Il ne pouvait y avoir aucune explication vague et aucune étape manquante. Les relevés de cartes de crédit provenaient d'un compte détenu conjointement à nos deux noms. Les réservations de Key West étaient apparues dans l'email personnel d'Evan sur une tablette familiale partagée qui était restée connectée et n'avait pas de mot de passe distinct. Nous utilisions tous les deux régulièrement cette tablette pour les factures, les achats et la planification de voyage. Megan avait fourni indépendamment la photographie de Vanessa et la capture d'écran montrant quand elle avait été postée. Margaret avait appris qu'il n'y avait pas de conférence à Miami en appelant le numéro de téléphone public de l'entreprise. Elle n'était entrée dans aucun système restreint ni ne s'était fait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Plus important encore, l'employeur d'Evan avait découvert les fausses notes de frais grâce à son propre examen interne. Je n'avais jamais vu ces dossiers comptables confidentiels. Rachel a organisé les informations dans une chronologie et l'a envoyé à ma chaîne de commandement avec les documents à l'appui. Puis j'ai attendu. L'attente était pire que l'audience temporaire car je ne pouvais pas plaider ma cause dans une salle d'audience. Je devais croire que la vérité resterait claire une fois passée par les procédures militaires. Pendant cette semaine, je suis retourné à l'escadron pour un entretien. Collins était assis en face de moi avec un autre sous-officier supérieur présent. « Avez-vous utilisé un ordinateur du gouvernement pour faire des recherches sur les voyages de votre mari ?» a-t-il demandé. « Non. » « Avez-vous demandé l'aide de quelqu'un à titre officiel ?» ?»« Non. » »« Avez-vous accédé au serveur de son employeur ?» ?»« Non. » J'ai expliqué chaque source et fourni la tablette partagée pour examen. Collins m'a étudié un instant. « Pourquoi n'avez-vous pas contacté votre mari directement avant de collecter ces dossiers ? » Parce qu'il dépensait l'argent du mariage, ignorait les appels concernant la naissance de notre fils et se préparait à partir. Mon avocate m'a conseillé de préserver ce à quoi je pouvais légalement accéder. Il a hoché la tête et a écrit quelque chose. Plusieurs jours plus tard, il a rappelé. Les preuves disponibles ne soutiennent pas l'allégation selon laquelle vous avez utilisé à mauvais escient l'accès militaire. Nous classons l'affaire à ce niveau. Je l'ai remercié, j'ai mis fin à l'appel et j'ai commencé à pleurer avant de pouvoir reposer le téléphone. Je n'avais pas perdu ma carrière, mais le soulagement n'effaçait pas ce qu'Evan avait essayé de faire. Rachel a envoyé à Derek Sloan une lettre bien sentie documentant l'accusation non fondée et avertissant qu'une autre affirmation trompeuse pourrait nuire à la crédibilité d'Evan dans la procédure finale. Derek s'est retiré peu de temps après. Selon Mark Feldman, que Evan a réembauché, Derek avait conseillé à Evan d'arrêter l'escalade. Evan a refusé. Quand Derek n'a plus voulu présenter des accusations qu'il ne pouvait pas étayer, leur relation a pris fin. Les conséquences dans l'entreprise d'Evan se sont déroulées séparément. Son enquête interne a révélé que Vanessa avait aidé à créer le faux programme de conférence, approuvé 2 repas personnels comme dépenses professionnelles et menti lors de son premier interrogatoire. Elle a été licenciée pour fraude aux notes de frais et malhonnêteté, pas pour avoir eu une liaison. Evan a été renvoyé pour avoir falsifié des dossiers de voyage et soumis des dépenses personnelles pour remboursement. Quand il a appelé le bureau de Rachel pour se plaindre qu'il ne pouvait plus payer la pension, elle a rappelé à Mark que perdre un emploi n'effaçait pas les obligations d'un parent. Le tribunal pouvait prendre en compte l'historique d'emploi et la capacité de gain d'Evan lors du calcul de la pension, surtout si sa propre faute avait causé le licenciement. Vanessa a mis fin à leur relation en quelques jours. Elle a reproché à Evan d'avoir détruit sa carrière. Il lui a reproché d'avoir posté la photo du bateau. Ce qu'ils avaient appelé amour s'est effondré dès que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus l'utiliser pour échapper à la vie réelle. Je m'attendais à ce qu'Evan disparaisse ensuite de la vie de Samuel. Pendant 2 semaines, il a manqué des visites prévues, une fois sans préavis. Rachel a documenté chaque absence. J'ai commencé à me préparer à demander des conditions plus strictes. Puis, le samedi suivant, Evan est arrivé 20 minutes en avance. Il portait un sac à langer noir uni. À l'intérieur se trouvaient des couches de la bonne taille, des lingettes, 2 biberons propres, du lait maternisé, un change, des bavoirs et la crème que Samuel utilisait pour une éruption cutanée. Evan n'a pas fait de discours. Il s'est lavé les mains, a regardé le tableau d'alimentation sur le réfrigérateur de Margaret et a demandé « Pouvez-vous me montrer combien il prend à chaque fois ?» Je voulais lui rappeler combien de chances il avait déjà gâché. Au lieu de cela, je lui ai montré. Cet après-midi-là, il a tenu Samuel contre son épaule jusqu'à ce que le bébé rote, puis l'a changé sans qu'on le lui demande. Il était maladroit et lent, mais il n'a pas rendu Samuel dès que les choses sont devenues difficiles. Ce n'était pas une rédemption.
C'était une visite responsable. J'avais appris à ne pas confondre les deux. Mark a proposé une médiation. Evan a accepté de rendre compte des $18 000 et a retiré sa demande de devenir le parent résidentiel principal de Samuel, mais il a contesté le montant du crédit que je devrais recevoir de la valeur nette de la maison et a demandé une augmentation progressive du temps de parentalité. Lors de la médiation, Evan était assis de l'autre côté de la table, paraissant plus petit qu'au tribunal. Mark a fait glisser une proposition écrite vers Rachel. Selon ces termes, je pouvais garder la maison si je la refinançais. Mais un paragraphe m'obligeait à déclarer qu'Evan ne m'avait jamais sciemment abandonné pendant le travail et avait mal compris la gravité de la situation. Je l'ai lu 2 fois. La maison abritait la chambre d'enfant que j'avais peinte, l'érable devant la fenêtre de notre chambre et des années de souvenirs que je n'étais pas prête à perdre. Mais Evan me demandait toujours de le protéger. J'ai repoussé le document sur la table. La maison est négociable, ai-je dit. La vérité ne l'est pas. Mark Feldman a donné à Evan une semaine pour décider s'il voulait un règlement honnête ou une audience publique. Si cela va devant le juge, lui a dit Mark, le tribunal examinera le SMS tronqué, la plainte militaire non fondée, l'argent manquant et la fraude aux notes de frais. Vous pouvez continuer à défendre votre fierté, ou vous pouvez commencer à faire face aux conséquences. Pour une fois, Evan a écouté. L'accord révisé ne nous donnait pas à tous les deux tout ce que nous voulions. C'était l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Je pouvais garder la maison de Westerville si je refinançais l'hypothèque à mon nom dans le délai convenu. Si je ne pouvais pas me qualifier, la maison serait vendue et la valeur nette restante serait divisée après ajustement. J'ai reçu un crédit équitable pour les fonds matrimoniaux documentés qu'Evan avait dépensés pour Vanessa et l'appartement. Il paierait une pension alimentaire pour enfants conforme aux directives, basée sur sa capacité de gain et son emploi ultérieur, pas seulement sur le revenu réduit causé par la perte de son emploi. La résidence principale de Samuel est restée avec moi. Le temps de parentalité d'Evan augmenterait progressivement s'il était présent de manière constante et apprenait à s'occuper de son fils sans s'attendre à ce que quelqu'un d'autre le sauve. Pour commencer, toute communication passerait par une application de coparentalité. Aucun de nous ne pouvait emmener Samuel hors de l'Ohio en violation de l'ordonnance de parentalité, l'utiliser pour transmettre des messages ou discuter de la liaison avec lui. Il n'y avait aucune déclaration prétendant qu'Evan avait mal compris mon travail. Il n'y avait pas d'histoire réécrite. J'ai signé l'accord. Il l'a fait aussi. Le mariage s'est terminé sans une victoire spectaculaire au tribunal. Aucun juge n'a qualifié Evan de diabolique. Il n'a pas perdu chaque dollar ou chaque droit en tant que père. Je n'ai pas reçu une fortune imaginaire pour avoir été trahi. J'ai reçu quelque chose de plus utile, une fin légale construite sur la vérité. Evan a trouvé un autre poste de vendeur plusieurs mois plus tard. Il payait moins, et il s'est plaint au début du calcul de la pension alimentaire pour enfants, mais les paiements sont arrivés. Ses visites avec Samuel sont devenues plus régulières. Il a appris quelle formule dérangeait l'estomac de Samuel et combien de temps attendre avant de le transférer de son épaule au berceau. Il gardait des vêtements de rechange dans sa voiture et a cessé d'arriver avec des jouets au lieu de produits de première nécessité. Il faisait encore des erreurs. Parfois, il était en retard. Parfois, il devenait sur la défensive quand je lui demandais de confirmer un horaire par écrit. Une fois, il a manqué une visite et a blâmé une réunion client jusqu'à ce que je lui rappelle que tout ce dont j'avais besoin était un préavis honnête. Mais il ne disparaissait plus. Je documentais les problèmes via l'application au lieu de me battre avec lui dans l'allée de Margaret. La discipline, ai-je appris, ne consistait pas seulement à contrôler la colère. Parfois, cela signifiait refuser de transformer chaque sentiment justifié en une réaction immédiate. Pour le premier anniversaire de Samuel, nous avons organisé une petite réunion dans le jardin de Margaret. Tasha a apporté un gâteau décoré d'avions bleus, bien que Samuel ait été plus intéressé à écraser le glaçage entre ses doigts. Evan est arrivé en avance avec des couches, un livre emballé et la photographie originale de l'hôpital. Après le départ des invités, il me l'a tendu près du porche arrière. Je n'arrêtais pas de penser que cette photo était la chose qui a détruit ma vie, a-t-il dit. Samuel dormait contre mon épaule. J'ai regardé l'image de moi le tenant à l'hôpital, épuisé et effrayé avant de savoir combien de force l'année suivante exigerait. La photo n'a rien fait, ai-je dit. Elle t'a seulement montré ce que tu avais déjà fait. Evan a baissé les yeux. 1 an plus tôt, il aurait argumenté. Il aurait expliqué, minimisé ou m'aurait demandé de le protéger de la signification de ses propres choix.
Cette fois, il a simplement hoché la tête. Je sais. Il n'a pas demandé pardon. Je n'ai pas offert de réconciliation entre mari et femme. Mais c'était la première paix honnête que nous avions partagée depuis la naissance de Samuel. Lorsque mon congé parental et ma convalescence ont pris fin, je suis retourné pleinement à mes fonctions au sein de la Garde nationale aérienne de l'Ohio. Je n'ai pas reçu de promotion instantanée ni de grande reconnaissance publique. La vraie vie récompense rarement l'endurance aussi nettement. Ce que j'ai reçu, c'est la confiance. Mes superviseurs m'ont donné de plus grandes responsabilités parce que j'avais géré une année difficile sans compromettre mon travail ni utiliser les ressources militaires dans un différend personnel. Cette confiance était importante parce qu'Evan avait essayé de me la prendre. Plus important encore, j'ai enfin compris que la compétence ne m'obligeait pas à porter tous les fardeaux seul. Tasha m'avait conduite à l'hôpital. Margaret m'avait ouvert sa maison. Denise m'avait aidé pendant le travail. Rachel m'avait appris la différence entre la vengeance et la structure. Demander de l'aide ne m'avait pas rendu faible. Cela nous avait gardés en sécurité, Samuel et moi. Plusieurs années plus tard, Samuel a trouvé la photographie de l'hôpital dans un tiroir. À ce moment-là, il était assez grand pour lire le message au dos, mais trop jeune pour le comprendre. « Pourquoi as-tu écrit ça sur papa ?» a-t-il demandé. Je me suis assise à côté de lui sur le tapis du salon. « C'est le jour où ton père et moi avons appris que les choix ont des conséquences, ai-je dit. C'est aussi le jour où j'ai appris que je pouvais te protéger sans t'apprendre à le haïr. » Je ne lui ai pas raconté les détails d'adulte. Ceux-ci appartiennent au mariage raté, pas à l'enfant qui en est né. Pendant longtemps, j'ai cru que la vengeance signifierait faire en sorte qu'Evan se sente aussi abandonné que je l'avais été dans cette chambre d'hôpital. Au lieu de cela, je l'ai laissé faire face au coût de ses choix. Je n'ai pas sauvé sa réputation. Je n'ai pas menti pour qu'il puisse garder la maison, son travail ou une version plus propre de lui-même. Je ne l'ai pas repris. Mais j'ai aussi refusé de faire payer Samuel pour la trahison de son père. Evan a perdu notre mariage à Key West. C'était une conséquence que je ne pouvais et ne voulais pas effacer. Mais j'ai refusé de laisser la pire chose que son père ait jamais faite devenir la première leçon que mon fils a apprise sur l'amour. Je n'ai pas gagné parce que j'ai laissé une maison vide derrière moi. J'ai gagné parce que finalement, ce vide ne vivait plus en moi. Si vous avez déjà eu à protéger votre dignité sans laisser la colère décider de qui vous deveniez, j'espère que vous partagerez ce qui vous a aidé à avancer.